Vous m'avez demandé de vous parler du poème de Louise Labbé intitulé Diane étant l'épaisseur d'un bois. C'est le titre du poème, puisqu'il n'a pas véritablement de titre, on prend le premier vers pour le désigner. Ce poème fait partie d'un recueil intitulé Sonnets, puisqu'il est constitué uniquement de sonnets, c'est bien le cas ici. Il s'agit du poème 19 dans ce recueil. Il s'agit ici d'un poème en décasyllabes, ce qui est déjà une entorse par rapport à la règle. On est au XVIe siècle, normalement cette règle est assez stricte. On voit un premier pas de côté par rapport à cette règle avec les vers décasyllabiques. On en verra un autre qu'on commentera à l'intérieur de notre développement avec le dernier système de vers qui normalement devrait être embrassé et qui ici est croisé. C'est donc un poème qui reprend le thème mythologique, ce qui est assez classique pour un poème de la Renaissance, puisque ce qui renaît à la Renaissance c'est l'Antiquité. Un poème du coup qui décrit une scène mythologique dans laquelle on voit Diane qui discute avec une de ses suivantes, une nymphe. Je vais passer à la lecture de ce texte. Diane étant l'épaisseur d'un bois, après avoir maintes bêtes assénées, prenait le frais de nymphes couronnées. J'allais, rêvant comme fait maintes fois, sans y penser, quand j'ouïs une voix qui m'appela, disant « Nymphe étonnée, que ne t'es-tu vers Diane tournée ?» Et me voyant sans arc et sans carquois, « Qu'as-tu trouvé, ô compagne, en ta voix, qui de ton arc et flèche est fait proie ?» Je m'animai, réponds-je à un passant, et lui jetai en vain toutes mes flèches, et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sans brèche. La question à laquelle nous allons essayer de répondre dans notre commentaire est la suivante. En quoi cette scène mythologique représente-t-elle l'éveil à l'amour ? Je distinguerai trois parties dans ce poème, trois mouvements dans ce poème. Premièrement, de la ligne 1 à 6,5, on coupera au milieu du vers, puis de la ligne 6,5 à 10, puis de la ligne 11 à 14. Donc ces différentes parties représentent premièrement la situation spatio-temporelle dans laquelle a lieu la conversation, puis l'intervention de Diane, puis la réponse de la nymphe. Je commence ainsi le commentaire. On commence immédiatement avec cette description du contexte spatio-temporel, de la situation spatio-temporelle. Nous sommes bien dans une scène mythologique, puisque le premier mot est le nom d'une déesse, Diane, qui est la déesse de la chasse. C'est cette caractéristique sur laquelle insiste le poème dans son début, puisqu'on rappelle qu'elle est à l'intérieur d'un bois, on rappelle qu'elle vient de terminer la chasse, après avoir maintes bêtes assénées, après avoir abattu plusieurs animaux. Donc Diane, déesse de la chasse, prenait le frais. On peut penser ici à la scène mythologique d'Actéon, lorsque, se reposant, elle sera surprise par le chasseur qu'elle va métamorphoser en cerf pour qu'il soit dévoré. Donc cette scène-là va convoquer tout un imaginaire à la fois de chasse, certes, mais aussi de dangerosité de Diane, dangerosité que nous aurons à expliciter par la suite. Diane ici est présentée véritablement en déesse, puisqu'elle est, comme le texte le dit, couronnée de nymphes, c'est-à-dire simplement entourée, mais le terme couronnée fait référence ici évidemment à la couronne, qui montre la supériorité de la déesse sur ses suivantes. La situation spatio-temporelle continue, on a l'émergence de la première personne, le personnage principal, j'allais, rêvant, etc. Donc ce je pourrait éventuellement être Actéon. Ici, on n'a pas d'informations pour l'instant, même si le contexte nous permettrait plutôt de penser qu'il s'agit d'une nymphe. Cela sera confirmé par la suite. Ce qui est intéressant à voir, c'est que cette nymphe va se caractériser non pas par l'adoration de la déesse, ce qu'elle devrait faire, mais justement par le fait qu'elle est en train de rêver, donc elle rêve, elle n'y pense pas, ou elle pense à autre chose. C'est ce qui mènera l'interrogation, quand jouis une voix, ça dépersonnalise l'interrogation, elle est tellement prise dans ses pensées que la voix de la déesse n'est pas reconnaissable immédiatement. Pour ce qui est des systèmes de rimes, on peut remarquer que les rimes sont embrassées, ce qui pourrait faire référence, outre le fait que ce soit normalement la règle pour le sonnet, cela pourrait faire référence aussi à la deuxième caractéristique de Diane, qui, si elle est effectivement déesse de la chasse, est aussi normalement déesse de la chasteté.
Ici, du coup, les rimes embrassées auraient pour but de montrer l'amour noble, pur, qu'elle représenterait. Cependant, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans ce contexte déjà, les rimes embrassées, nous avons des rimes masculines qui embrassent des rimes féminines. Là encore, si l'on respectait l'orthographe normale, il faudrait mettre un S à asséner et à couronner, puisqu'il devrait s'accorder au pluriel, et ce n'est pas fait. Donc c'est bien un choix ici de montrer les rimes féminines embrassées par les rimes masculines, et en fait déjà toute la clé de la rêverie est présente ici. Je passe ainsi à la seconde partie, qui sont les questions de Diane. On a bien l'identification du jeu, il s'agit bien de la nymphe, puisque l'adjectif verbal étonné ici fait référence au fait qu'elle est perdue dans ses pensées. Donc cette nymphe qui est perdue dans ses pensées, c'est bien le jeu. Que ne t'es-tu vers Diane tournée? Elle est interrogative, elle lui demande pourquoi elle ne se concentre pas sur elle, comme ce serait son rôle. Mais c'est intéressant de voir là encore que le verbe utilisé est tourné vers, ce qui veut dire que puisqu'elle n'est pas tournée vers Diane, ça veut donc dire qu'elle est détournée de Diane. Ici encore, on a dans le choix des mots des indices sur la rêverie. Elle s'est détournée de Diane, elle s'est détournée de la chasse, mais aussi de la chasteté, comme ce sera précisé plus tard. On voit là encore une petite phrase de narration, une petite partie de narration. Elle a perdu son arc et son carquois, ce qui amène la deuxième question de Diane. Qu'as-tu trouvé? Qui de ton arc et flèche est fait proie? Ici, c'est intéressant encore puisque ce qui est la proie, ce qui devait être la proie de la nymphe, a fait proie les armes de la nymphe. Donc il y a un renversement ici. La nymphe qui devait être chasseresse est devenue la proie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on a le retour du mot voix. La voix au vers 4 et la voix au début du premier tercet. Seulement, ce n'est pas la même voix. La voix qui appelle et la voix sur laquelle on marche. Là encore, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement ce problème d'homophonie, c'est le fait que dans un cas, voix est une rime masculine, dans l'autre cas, voix est une rime féminine. Et en cela, le premier voix qui concernait la nymphe va être masculine, et le deuxième voix qui concerne Diane est féminine. Par ailleurs, ayant coupé comme ça, on se rend compte que le discours de Diane est constitué presque exclusivement de rimes féminines. On a deux rimes féminines, une rime masculine, deux rimes féminines. Donc on a vraiment la rime masculine qui est entourée de 4 rimes féminines, et on se retrouve un petit peu dans la situation qui était convoquée, la situation d'Actéon. Par ailleurs, on peut voir aussi l'émergence du haut lyrique, haut compagne, qui va convoquer un certain aspect de la poésie, du temps, en tout cas, du temps de la rédaction. Donc ce haut lyrique qui est normalement réservé aux poèmes d'amour. À l'intérieur de cette question, du coup, commence à germer la raison de cette rêverie. Il s'agit d'une rêverie qui détourne de Diane, d'une rêverie qui a fait proie la nymphe qui devait chasser, et d'une rêverie qui, a priori, s'exprime sur le mode lyrique, donc amoureux. Je passe ainsi à ma troisième partie. Cette troisième partie qui est la réponse de la nymphe, et cette réponse va fonctionner exactement comme un aveu. Donc je m'animais à un passant, donc je me suis énervé contre un passant, et lui jeter en vain toutes mes flèches et l'arc après. Donc elle a essayé de tuer quelqu'un. Là encore, le mythe d'Actéon va bien être présent en sous-texte. Seulement ici, la chasseresse va devenir chassée, puisque lui, les ramassant, lui fit sang et sans brèche. Donc l'arc et les flèches ont bel et bien changé de propriétaire. C'est ce que pressentait Diane. Mais ce propriétaire, du coup, va transformer l'arc et les flèches en un autre symbole. Ce n'est plus l'arc de la chasse, mais c'est l'arc de Cupidon. Cela peut se justifier parce que s'il lui avait fait sang et sans brèche au sens propre, eh bien, elle ne serait tout simplement pas là pour le dire. Donc on est obligé de postuler que ces brèches sont faites de manière figurée, et ce sont donc des blessures amoureuse de celle dont on ne guérit pas.
Ce qui est intéressant ici, du coup, je l'ai évoqué dans l'introduction, c'est que les rimes ici sont croisées et non pas embrassées comme ça devrait l'être. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a croisé quelqu'un. Elle a croisé quelqu'un, un passant. Mais justement, là est le problème. S'ils s'étaient aimés de manière pérenne, ça n'aurait pas posé un souci pour Diane. Le problème, c'est qu'ils ne se sont que croisés. Donc, l'émoi amoureux ici est passager, il est ponctuel, et c'est ça qui va mettre en péril la nymphe et qui va justifier l'anaphore qui fonctionne, l'anaphore de « et » sur le dernier tercet, qui fonctionne presque comme des tentatives de justification. La nymphe sait qu'elle a fauté et elle essaye de se justifier. Nous n'avons pas la suite du texte, mais l'on peut penser que cette justification est en vain. Ainsi, le verbe « animer » peut fonctionner lui aussi en sileps, en double sens. Elle s'anime, c'est-à-dire qu'elle s'est énervée, elle s'est agitée contre un passant, mais elle s'est aussi animée, puisque l'amour lui a fait gagner une âme, a fait naître en elle des mouvements. Donc cette rencontre l'a fait naître à l'amour. Et peut-être la fera mourir, mais nous n'avons pas la suite. En quoi cette scène mythologique représente-t-elle l'éveil à l'amour? Nous avons vu dans un premier temps que c'était effectivement une scène mythologique qui convoque en rémanence, en sous-texte, une autre scène, celle d'Actéon. Ici seulement, celui qui est fautif, ce n'est pas le chasseur qui a vu Diane, c'est la nymphe qui s'est laissée chasser, entre guillemets, par le passant. Cette scène mythologique représente bien l'éveil à l'amour, puisque la thématique de l'amour, qui n'est pas directement liée à Diane, est quand même présente dans sa deuxième caractéristique, la chasteté, et est présente dans sa thématique et aussi dans les systèmes de rimes, dont on a vu qu'il rejouait en quelque sorte la scène qui n'est pas dite. Enfin, elle représente l'éveil à l'amour, puisque cette découverte est la première découverte. C'est une découverte qui est ponctuelle, qui entraînera peut-être une punition, sans doute une punition, mais c'est une découverte aussi qui anime. Donc, entre guillemets, c'est une découverte qui a valu le coup, et après laquelle peut-être on ne peut plus que mourir. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez interrogé sur la syntaxe des propositions dans la dernière phrase. Cette dernière phrase est constituée des 4 derniers vers. Je les relis rapidement. Je m'animais, répondis à un passant, et lui jetai en vain toutes mes flèches et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sans et sans brèche. En termes de verbes conjugués, puisque c'est ça qu'il faut repérer en premier lorsque l'on parle des propositions, nous avons animé, répond, jeter. Donc 3 verbes conjugués. Cependant, nous avons d'autres verbes qui ne sont pas conjugués ou qui sont à des modes impersonnels en tout cas. Nous avons ramassant et tirant. Et j'ai oublié, dans les verbes conjugués, il y a fi. Donc ces verbes non conjugués, ces verbes qui sont ici au participe présent, vont fonctionner comme des noyaux de proposition. Des noyaux de proposition ici circonstanciels, circonstanciels de manière, les ramassant et les tirant. Et la proposition principale qu'ils vont compléter est me fit sans et sans brèche. Donc il me fit sans et sans brèche en ramassant et en tirant les flèches sur moi. Cette proposition ou cet ensemble de propositions va être coordonné aux propositions qui précèdent. Proposition indépendante, je m'animais à un passant. Deuxième proposition indépendante, juxtaposée, et lui jeter en vain toutes mes flèches et l'arc après. Et ces 2 propositions indépendantes juxtaposées vont être aussi enrichies par une 3e proposition indépendante juxtaposée en incise, réponge. Donc on a 3 propositions indépendantes, je m'animais à un passant, réponge, et lui jeter en vain toutes mes flèches et l'arc après. Puis, une proposition principale postposée, me fit sans et sans brèche, et 2 propositions subordonnées conjonctives circonstancielles qui sont antéposées, lui les ramassant et les tirant, sachant que ces 2 propositions subordonnées conjonctives circonstancielles sont coordonnées entre elles.